Eh bien, bonjour à tout le monde, à toutes et tous, comme on a coutume de dire. Il y a quelqu'un qui a fait ses 9e vœux il n'y a pas très longtemps à la télévision, qui est le président de la République. Il les a fait courts. Moi, je vais être un peu moins court, mais c'est bien les 9e vœux également aussi pour moi, qui ai été élu en 2017 dans cette belle circonscription. Et donc, si vous calculez, premier vœu en 2018, et on en est maintenant à 9 ans. Je vais les commencer par des remerciements, parce qu'un député, vous le savez sans doute, mais il n'est pas grand-chose sans ses collaborateurs. Et il se trouve que depuis que je suis président de la Commission des finances, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de travail, mais j'ai beaucoup de chance, c'est que j'ai un cabinet qui est double par rapport à celui d'un député, ce qui est évidemment un gros avantage, et qui fait qu'au lieu d'avoir 3 collaborateurs, j'en ai 6, ce qui évidemment donne plus, j'allais dire, de possibilités, de potentiel. Et donc je voulais les saluer en cette nouvelle année, et puis parce qu'ils vous souhaitent aussi la nouvelle année. Donc je vais le faire par ordre d'antériorité, on va dire. Il y a Manon Montmirel, qui est ma collaboratrice et ma suppléante. Et je m'arrêterai là, parce que évidemment je suis tenu à un droit de réserve entier par rapport aux prochaines élections. Il y a Landry Gang qui est derrière moi. Il y a Olivia Tossen, toujours par ordre d'apparition, qui est, que la connaissez moins pour ceux qui sont de la circonscription, parce qu'elle est plus sur mon cabinet. Il y a Alexis Chéron, qui est mon collaborateur très lié à mon poste de président de la Commission des finances. Ouais, vous pouvez l'applaudir, parce que si je suis un peu compétent, c'est un peu grâce à lui. Et grâce à lui et à Valentin Bullard-Nodec, qui lui était avant sur Saint-Ouen et qui m'a suivi maintenant. Et enfin, une toute petite dernière, depuis quelques jours, Marion Pacro, qui est ici et qui travaille aussi à mon cabinet. Voilà. Donc, évidemment, je m'associe à tous mes vœux à mes collaborateurs, et je les remercie d'être ici présents ce soir. Bon, il y a pas mal de gens qui, je me demande si je ne vais pas les remercier à la fin, parce qu'il y en a qui ne sont pas encore là, qui sont ici présents. Donc je le ferai peut-être tout à l'heure. Notamment, il doit y avoir l'ambassadeur d'Égypte qui doit venir, avec qui j'ai eu pas mal de contacts au moment où on a fait un déplacement à Rafah, mais je crois qu'il y a eu un match là, qui se passe moyennement pour l'Égypte, me semble-t-il. Voilà, et qui explique aussi en partie que le maire de l'île Saint-Denis n'est pas encore là. Mohamed Diabali, ils sont concernés tous les deux, je ne suis pas sûr qu'ils soutiennent la même équipe, donc je passerai tout à l'heure aux remerciements. Bien, ce que je vous souhaite d'abord, c'est... peut-être que c'est l'âge aidant qui fait qu'on commence par la santé. Voilà. Donc je vous souhaite, parce que tout commence quand même par là, tous mes vœux de santé, encore de santé. Peut-être aussi de bonheur, qui finalement reste une idée neuve en Europe. Vous savez, c'est une phrase de Saint-Just pendant la Révolution française, où on espérait et on créait peut-être de nouvelles espérances. Et je me dis que c'est une idée finalement sans doute à reconstruire, car c'est peut-être un peu une gageure de souhaiter une bonne année pour 2026 quand on regarde comment s'est déroulé 2025, avec, il faut le dire, quand même pas mal de sombres nuages dont il est difficile de ne pas parler, si du moins on fait des vœux un tant soit peu politique, ce qui va être mon cas. Il y a, au niveau national, on souffre toujours finalement de quelque chose qui structure la vie politique française. C'est qu'en juillet 2024, le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, et qu'il y a eu des élections et que le résultat des élections n'a pas été respecté en termes de suffrage universel, ce qui fait qu'on a un gouvernement minoritaire, des gouvernements minoritaires qui se sont succédés et qui depuis essayent de faire passer des politiques, et en tout cas des budgets qui sont minoritaires. Bon, je dis ça parce que c'est la raison principale de la situation dans laquelle nous sommes, et je me permettrai de vous faire remarquer que c'est quand même une anomalie démocratique qui n'a pas beaucoup d'autres exemples en Europe. Voilà. En Europe, vous n'avez pas, dans les vraies démocraties parlementaires, un gouvernement qui peut être minoritaire et essayer comme ça, coûte que coûte, d'imposer des politiques, ne serait-ce que parce que la plupart du temps, les premiers ministres doivent aller chercher un vote de confiance. Bon, peut-être faudrait-il rendre obligatoire cet élément en France pour qu'on ne soit pas dans cette situation où, du coup, par tous les moyens, on a des tentatives de passer en force de la part de ces gouvernements minoritaires vis-à-vis des oppositions. Là, cette année, il n'y a pas eu pour l'instant de 49-3. Bon, ça a été la promesse du Premier ministre.
Moi, j'ai tendance à penser que c'est surtout pour éviter autant de motions de censure, puisque vous savez, derrière le 49.3, il y a des motions de censure. Mais j'observe peut-être que ça va changer, d'après ce que j'ai compris, mais qu'on se retrouve quand même avec des déclarations un peu bizarres qui, moi, à mon avis, ne sont pas bonnes pour la démocratie. Tout à l'heure, il y a eu des motions de censure déposées par les groupes France Insoumise et d'un côté Rassemblement National qui a déposé sa motion de censure de l'autre. Et si vous voulez, le Premier ministre a eu des accents qui laissaient penser en gros qu'on était des traîtres à la patrie. C'est à peu près comme ça que ça a été dit. Il a dit que nous étions des tireurs couchés, qui est une expression qui reprend une expression d'Emmanuel Macron sur les tireurs dans le dos. Bon, donc ça veut dire des traîtres à la patrie. Et je pense que ce n'est pas bon de traiter ainsi les oppositions qui continuent à jouer leur rôle d'opposants, c'est-à-dire s'opposent. Voilà, je crois que ce n'est pas comme ça qu'on traite la démocratie. Et la situation fait que, vous le savez, on a un budget qui est encore dans un long tunnel. Et que, je dois le dire, s'il est dans un long tunnel, s'il n'a toujours pas débouché, la responsabilité, ce n'est pas à l'Assemblée qu'il faut la chercher. Voilà, l'Assemblée joue son rôle. On ne peut pas contraindre des opposants à voter pour un mauvais budget. La responsabilité, je le répète, c'est dans ceux qui ont décidé, coûte que coûte, de se maintenir en place, et peut-être aussi celle d'une République qui permet, par certains dispositifs, de se maintenir en place. Donc du coup, on a un budget, on essaye de nous l'imposer, et je voudrais dire que si on s'oppose à ce budget, si on continue à s'opposer à ce budget, c'est pas par plaisir uniquement, j'allais dire, principiel d'être les opposants. Bon, c'est vrai que le budget est souvent ce qui détermine quand vous êtes dans la majorité de l'opposition. Donc déjà, demander à l'opposition de voter pour un budget, ça veut dire que vous lui demandez de venir dans la majorité. Mais ce budget, intrinsèquement, il est mauvais pour le pays. Je voudrais le dire. Il est mauvais parce qu'il passe à côté de tous les grands défis du moment. Pourquoi il passe à côté? Parce que le propre de la politique d'Emmanuel Macron depuis 2017, et là aussi c'est très caractéristique quand même si c'était amorcé avant, c'est que rarement, en tout cas jamais dans la Ve République, et même jamais depuis 1946, on a autant fait de cadeaux fiscaux à quelques milliers de personnes dans ce pays. Voilà, c'est ça la caractéristique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les riches au sens général. Quand on parle des riches au sens général, en général, on parle des 10% de la population les plus favorisées. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est quelques milliers de personnes qui accumulent tellement de richesses et qui ont tellement de cadeaux fiscaux que ça coûte des dizaines de milliards au budget de l'État. Voilà, c'est ça le propre. Et si, d'ailleurs, on voulait une preuve, nous, ça fait longtemps qu'on le dit, il se trouve que M. Lombard, Éric Lombard, qui était encore ministre de l'économie il y a quelques semaines, vient aujourd'hui d'annoncer que ce que nous disons, nous, du côté de mon groupe politique, mais pas que, c'est-à-dire le fait qu'il y a quelques milliers de personnes qui ne payent quasiment pas d'impôt sur le revenu parmi les plus riches personnes de ce pays, parce qu'ils transfèrent leur richesse du côté du patrimoine et qui sont moins taxés, et qu'ils se retrouvent en gros avec un taux d'imposition globale environ de 25%, quand vous tous qui êtes ici à travers toutes les taxes diverses et variées, en général, vous êtes taxés à hauteur de 50% dans le pays. Eux, c'est 25%. Bon, eh bien, ce que nous avancions depuis longtemps, lui, le confirme et il dit qu'il y a une liste qui existe à Bercy de dizaines de milliers de personnes, voilà, qui sont dans cette situation. Donc, inutile de vous dire que ça coûte très cher. Et le propre du macronisme, et ce sur quoi ils veulent coûte que coûte faire passer leur budget, c'est de faire en sorte que ça continue dans les années à venir et qu'on paye tous la note du déficit. C'est-à-dire le déficit accumulé, c'est-à-dire moins de recettes à hauteur de 60 milliards d'euros par an, eh bien nous le payons tous. Alors on le paye de différentes manières. Ça peut être par les impôts, par exemple, en n'indexant pas la tranche d'impôt sur le revenu à l'inflation. Ça peut être par le gel des pensions et autres. Et c'est aussi par les coupes budgétaires sur les ministères. Parce que considérez bien que quand des ministères ont des coupes budgétaires, ministères comme le logement, le travail, l'économie, l'immigration, l'aide au développement, la diplomatie, la culture, le sport, l'éducation, l'enseignement supérieur, je ne vais pas s'énumérer, quand il y a des coupes budgétaires, c'est vous tous qui le vivez parce que, on sait bien, les services publics, en général, c'est la richesse de ceux qui n'en ont pas, quoi. Bon. Et donc, il y a différentes façons d'attaquer le problème qui crée une politique inégale. Mais elle ne crée pas seulement une politique inégale. C'est que, d'abord, elle a un aspect, excusez-moi, je ne vais pas utiliser trop les termes techniques, mais un aspect récessif sur l'économie. Il faut bien comprendre que l'économie en France, elle est basée à 50% sur la consommation intérieure. C'est ça la caractéristique de notre pays. Et que quand vous réduisez le pouvoir d'achat des gens, par différentes manières, eh bien, vous réduisez la consommation intérieure. Et l'INSEE dit que ça va réduire de 0,8 points la croissance. Mais je dirais la deuxième chose, et ici il y a des personnes qui sont
liés à des secteurs industriels ou des secteurs médias, etc. J'en parlerai tout à l'heure, il y a le président de la FICAM notamment qui est là. Mais le pire de ça, c'est qu'on est dans une situation où le contexte international, et notamment la guerre économique, politique déclenchée par les États-Unis d'Amérique en termes de concurrence, nécessiterait que la France relève le gant et investisse massivement pour la souveraineté industrielle, pour l'écologie, pour toutes les techniques d'avenir, le numérique, etc. Bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ce budget ne crée quasiment pas d'investissement. Le seul investissement qu'il crée, c'est 6 milliards pour la défense, on peut en discuter, mais en tout cas pour le reste, ce n'est pas le cas. Et notamment pour, à mon avis, ce qui est le principal et qui devrait être l'urgence du moment, c'est-à-dire la question de l'environnement, la question de l'écologie, puisque vous le savez, année après année, on a les records de chaleur et que surtout, à force de à nouveau baisser les investissements en matière écologique, eh bien, la baisse de CO2 qui était amorcée depuis quelques années est en train de stagner, même de freiner, et qu'on va tous en payer les conséquences dans l'avenir. Donc on a un budget qui ne correspond pas à ces nécessités. Voilà. Faute d'aller chercher l'argent là où il est, non seulement on ne peut pas réduire les déficits, mais en plus de ça, on se retrouve dans une situation où on ne peut pas mettre l'argent pour investir, qui permettrait d'alimenter les carnets de commandes des entreprises, des PME, parce qu'on rénoverait les bâtiments, parce qu'on construirait des logements sociaux, parce qu'on construirait des écoles, parce qu'on investirait dans les hôpitaux, parce qu'on aiderait les entreprises en échange, j'allais dire, de salaires, d'égalité de salariat homme-femme, et surtout d'investissement, de relocalisation et autres. On les aiderait de manière ciblée, non pas non conditionnelle. Et tout ça n'est pas du tout le budget qui est prévu. Bien. Le problème que nous avons là, nous l'assumons, et moi je l'assume, je le dis très clairement, il vaudrait mieux pas de budget qu'un mauvais budget. Et oui, il vaudrait mieux aussi retourner aux urnes, parce que, quelque part, la situation ne peut pas durer encore 18 mois avec le macronisme et avec cette politique. Bon, il y a peut-être des gens qui... c'est des vœux que j'ai diffusés très largement, alors n'y voyez pas trop d'attaque partisane, mais enfin, quand même, ce que je constate, c'est que, pour le bien du pays, je pense que ça serait nécessaire de retourner au peuple pour qu'il donne un cap à ce pays. On en aurait d'autant plus les moyens, c'est qu'il y a ce qui s'appelle une loi spéciale. Vous m'excuserez le biais un peu économique et budgétaire, mais non seulement je suis un peu plongé dedans, mais alors depuis que je parle de la commission des finances, j'en rêve même la nuit. Donc, on a une situation où le gouvernement nous dit en gros, il faut mieux n'importe quel budget parce qu'il n'y a pas de budget. Je le répète, il y a quelque chose, on a fini par apprendre le terme, qui était quelque chose qui il y a encore quelques 2 ans, je pense, n'existait pas pour le commun des mortels, et moi aussi, je dois l'avouer, qui est la loi spéciale, et que contrairement à ce que dit le gouvernement, la loi spéciale, c'est le fait de pouvoir prendre le budget de 2025 et l'appliquer en 2026. Et rien ne dit que vous devez en avoir une vision tellement minimaliste que vous dites on ne paye plus ma prime rénov', on ne paye plus le pass culture, on ne paye plus les munitions pour l'armée, etc., etc. C'est-à-dire on ne paye plus toutes les dépenses en dehors de celles de payer les fonctionnaires qui est la vision du gouvernement. Tout ça nous met dans cette situation de blocage au niveau national, de retour, et je pense qu'il serait souhaitable d'accélérer les rythmes électoraux et de permettre que le peuple décide de manière souveraine de la suite. Bon, le deuxième contexte qui, évidemment, explique ces nuages un peu noirs, c'est la question du contexte international et, évidemment, la manière dont, sur le plan international, le droit international, le montée des impérialismes, la montée, j'allais dire, d'une vision où c'est le plus fort qui décide comment il applique sa loi à ses voisins ou aux peuples qui sont à l'intérieur de ces terres, a évidemment sévi de manière très forte en 2025. C'est les peuples qui en sont les premières victimes, hein, que ce soit le peuple palestinien, que ce soit le peuple iranien en ce moment, victime de la dictature en Iran, que ce soit actuellement au moment où on se parle, et il devait y avoir un représentant d'ailleurs du Kurdistan d'Irak qui devait être là, je ne sais pas s'il est là, mais enfin j'espère qu'il viendra tout à l'heure, les Kurdes qui sont à nouveau ciblés par le nouveau pouvoir en Syrie, Kurdes dont je rappelle qu'ils ont été nos alliés principaux dans la lutte contre Daesh en Syrie, qui sont à nouveau les victimes. C'est les Congolais aussi qui sont victimes de cette manière nouvelle qui est le fait d'ignorer les frontières, de décider de régler des conflits entre voisins en envahissant le pays voisin et évidemment, avec la nouveauté de ce début d'année, également de prise de décision
peut-être du pays dont on pensait qu'il était, à tort ou à raison déjà, notre allié, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, est en train de tourner complètement le dos au droit international. Ce n'est pas totalement nouveau, mais de manière aussi radicale, ça l'est, c'est-à-dire avec une politique à la fois nationaliste, impérialiste, dangereux sur le plan intérieur. Aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez regardé les images des milices fascistes qui s'appellent ICE, qui est la police anti-immigration, qui est en train de se comporter comme une milice à peu près partout, au point même où la police normale commence à intervenir contre elle parce que ça va trop loin. Mais on voit bien que tous les éléments d'un glissement vers un État fasciste est sur la table avec Donald Trump et qu'il met en danger le droit international. Alors il l'a mis en kidnappant un dirigeant d'un pays, Maduro, mais je vous invite à ne pas regarder ça à travers uniquement la question du Venezuela, parce qu'il menace la Colombie, il menace Cuba, il menace le Mexique, et puis maintenant il menace le Groenland, qui, soit dit en passant, est une terre, pour l'instant, qui appartient à l'Europe occidentale, où les gens ne veulent pas devenir américains, et on voit bien que là, il y a une mise en tension extrêmement dangereuse qui est en train de se décider. Alors, il n'y a pas que Trump, il y a aussi ce qui a été fait par Poutine en Ukraine, et on a condamné. Il y a ce que fait Benjamin Netanyahou par rapport au génocide à Gaza et à la terreur imposée en Cisjordanie, qui fait le malheur des deux peuples, le peuple palestinien, mais à mon avis le peuple israélien aussi en termes de devenir. Donc on a une situation extrêmement préoccupante. Et là aussi, j'allais dire que moi, je regrette que, de ce point de vue-là, la France n'est pas... Alors, le chef de l'État, dans ses vœux, a parlé d'indépendance, mais que la France n'est pas justement une politique suffisamment indépendante, qui aurait, par exemple, consisté déjà, ne serait-ce qu'à condamner par principe ce qu'avaient fait les États-Unis au Venezuela, au lieu d'approuver de manière implicite le fait qu'ils aient pu agresser militairement le Venezuela et enlever, kidnapper leur chef d'État. Et pouvoir commencer à menacer le Groenland, pour l'instant, on a des réactions très fortes. Moi j'ai lu, il y a une tribune excellente dans Le Monde qui est sortie il y a quelques jours, qui dit qu'à minimum, par exemple, établir un rapport de force, ça serait de dire, comme ils ont fait pour M. Breton, qui est un ancien commissaire européen qui a été interdit d'accès aux États-Unis parce qu'il n'avait pas, sur les GAFAM, il avait dit quelque chose qui ne plaisait pas à M. Trump, on pourrait par exemple dire que l'envoyé de Trump sur le Groenland est interdit d'accès en Europe. Par exemple, c'est le genre de choses qu'on pourrait dire. On pourrait également faire des annonces comme quoi, s'il attaque le Groenland, il y aura des troupes européennes avec le Groenland, autour du Groenland, ce qui fait que l'enjeu pour Donald Trump sera un peu plus élevé, parce que ça veut dire qu'il affronterait des troupes de l'OTAN et qu'on peut peut-être penser qu'il entend le rapport de force. En tout cas, on ne peut pas rester dans la situation qui est la nôtre. Et je trouve que, de ce point de vue-là, la France n'a pas l'orientation qui est la sienne, qui devrait être celle du multilatéralisme, du non-alignement, d'être au service de la paix et d'être aussi, j'allais dire, de ne pas mettre la main dans cette espèce de course auquel on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire de course à l'armement, tout simplement parce que quand vous commencez à faire ça, je ne sais pas si vous avez entendu, les Allemands veulent utiliser 3,5% de leur budget, ils veulent l'armée conventionnelle la plus forte en Europe. Vous interrogez pourquoi, on peut se dire que l'histoire nous apprend que c'est jamais excellent quand les Allemands disent ça, par exemple. Non, mais je rigole pas. On voit des choses se redessiner aujourd'hui. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que baser sa relance industrielle en remplacement de l'industrie automobile sur la défense, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Parce que le système capitaliste, il a une particularité incontournable, qu'on soit pour ou contre, c'est que quand il produit quelque chose, il faut des débouchés. Donc quand il produit des armes, il faut des guerres. Et on voit bien que là, on est dans une dangerosité absolument explosive, et que la France, à mon avis, ne doit pas rentrer dans cette espèce de course à l'armement, de course à l'affrontement, et doit être du côté de ceux qui défendent le droit international, de ceux qui défendent le droit des peuples, où qu'ils soient, je l'ai dit, et je vous ai évoqué plusieurs des peuples qui en sont la victime. Pour terminer, je pense quand même que devant ces notes assez sombres que je dessine, il y a quand même un espoir pour 2026. Il y a un espoir pour 2026 à condition que peut-être, de nouveau, on s'appuie sur les richesses de notre pays. C'est avant tout peut-être des principes et des valeurs qui font que vous pouvez encore le vérifier quand vous allez vous voyager dans le monde. La France est vue encore quand même comme une singularité possible dans les rapports internationaux et même dans les valeurs défendues. Peut-être parce qu'on est certainement le seul pays qui avons une devise qui est liberté, égalité, fraternité. On s'y est habitué, mais dans la situation actuelle, c'est quelque chose évidemment d'important. Donc
j'ai l'espoir quelque part que la France justement reprenne, j'allais dire, cette promesse républicaine et justement permette à la fois l'unité de son peuple et de permettre d'être à nouveau une lumière qui éclaire différemment les rapports dans le monde. Pour ça, ça commence par le fait de refuser évidemment toutes les discriminations qui augmentent sur la couleur de peau, sur la religion. C'est le fait de refuser aussi de dévoyer la citoyenneté. La grandeur de la France, c'est que la citoyenneté est politique. On est français parce qu'on appartient à la République. On n'est pas français d'une manière ethnique, comme le propose par exemple le Rassemblement national. C'est peut-être aussi d'avoir un regard, d'arrêter de considérer que les étrangers, les immigrés sont des boucs émissaires. Je rappelle par exemple un petit détail aujourd'hui qui est sorti avec les chiffres de l'INSEE, c'est que pour la première fois en France, le solde des naissances est passé en dessous du solde des décès, et que la seule raison pour laquelle on garde un solde positif, c'est l'immigration. Bon. Et que ce n'est pas nouveau dans notre histoire, et qu'on devrait peut-être regarder, au-delà de la nécessaire solidarité aussi, à un moment donné, de pouvoir accueillir des gens qui sont victimes de guerre, victimes de dictature et même victimes de politiques économiques qui sévissent ailleurs et que nous imposons, mais aussi de considérer que ça reste une chance pour la France et que là, on voit bien, par exemple, sur la question de la démographie, c'est que c'est tout sauf quelque chose de contraire. C'est peut-être aussi de s'appuyer sur ce que nous, on appelle la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, c'est quoi ? C'est de regarder le pays tel qu'il est et non pas de manière fantasmée. Bon. Par exemple, en 1958, c'est l'année de ma naissance, donc ça me plaît bien la comparaison, il y avait, les Français avaient un grand-parent sur 10 qui était étranger. Aujourd'hui, c'est un grand-parent sur 4 qui est étranger. Bon, en 1958, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un compte bancaire ni un carnet de chèques. Et beaucoup d'autres choses qui étaient interdites, le divorce, etc. Je ne dis pas du tout que l'égalité homme-femme est parfaite, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais il y a quand même eu des évolutions qui, évidemment, permettent même à une femme aujourd'hui d'avoir une vie autonome, ce qui n'était pas le cas dans ces années-là, il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, les droits LGBT étaient considérés comme un délit. Bon, aujourd'hui, on considère que c'est un droit. Je ne vais pas accumuler comme ça, évidemment, les choses. C'est aussi le fait de la concentration dans les villes, extrêmement importante par rapport à ces années-là, qui fait que moi, je considère que cette nouvelle France, dont on peut dire que la Seine-Saint-Denis est un peu un éclaireur, tout simplement parce qu'en Seine-Saint-Denis vivent ceux qui sont victimes de toutes les discriminations. Et donc ceux qui ont le plus intérêt à faire en sorte que la promesse républicaine soit respectée, redevienne un message porteur, justement pour permettre un message d'égalité et de fraternité. Eh bien, à partir de là, à partir de cela, je pense qu'on peut rebâtir quelque chose. À partir du moment aussi où on considère que toutes ces populations ont le droit à la République, ont le droit de représenter aussi la République. Je dis ça parce que quelques imbéciles ont considéré que parce qu'on se réjouissait qu'on ait peut-être des villes bientôt qui aient, quelle que soit la couleur politique des listes, mais qui aient des villes qui représentent dans la totalité la diversité de la population de Seine-Saint-Denis, ce qui est normal, donc, y compris la couleur de peau, parce qu'il ne faut pas tourner autour du pot pour voir quelle est la diversité. On nous a dit « Ah, mais vous êtes racialiste, vous sélectionnez vos maires ou futurs élus par la couleur de peau ». Non, on veut simplement que les gens soient représentés par eux-mêmes, c'est-à-dire par la diversité des populations, et que c'est une façon aussi d'avoir le droit à la République, le droit à représenter la République. Voilà, c'est un peu la note d'espoir que je voulais dire, c'est-à-dire de se tourner vers un projet et vers tous ceux qui présentent un projet positif pour la France, qui ne soit pas frileux, qui soit un projet qui s'appuie sur la souveraineté populaire, parce que le peuple est la plupart du temps la solution et qu'il est souvent d'ailleurs moins réactionnaire et moins conservateur et moins discriminant que ceux qui prétendent le représenter, que ce soit dans les médias ou en politique. Je pense qu'à cette condition, et ça sera peut-être la promesse des mois à venir et des années à venir en matière électorale, oui, on peut avoir une note d'espoir pour 2026, même si vous avez constaté que j'étais un peu aujourd'hui, comment dire, il faut le voir avec réalisme pour pouvoir le changer, il faut voir ce qu'on affronte, et c'est vrai que les dangers sont devant nous, mais que pour ma part, je pense que l'espoir est aussi là. Voilà, c'est tout ce que je nous souhaite pour 2026. Donc là, maintenant, je vais remercier tout le monde, tous les gens qui sont ici. Je ne vais pas tous vous citer, donc je ne vais pas trop commencer, parce qu'après, je me dis, mince, il va manquer. Donc normalement, Mohamed Diabali devait arriver, je sais pas où il en est. Il est là. Il arrive, il est où? Il est là. Non, il est pas encore Ah, il est fort. Alors, je vais vous dire une chose. Il est, alors Mohamed, il est très très fort.
Parce qu'il me fait le coup à chaque feu. C'est-à-dire à chaque feu, je suis là, etc. Je dis bon, etc. J'attends, puis à un moment donné, je chie Mohamed Diabali, hop. Et en plus, il est heureux parce que le Sénégal a gagné. Alors, je dis ça avec le sourire, mais parce que normalement, il doit encore venir, mais normalement, devait arriver l'ambassadeur d'Égypte en France. Et lui, j'aurais compati, évidemment, puisque c'était face à l'Égypte. Mais s'il arrive, vous pourrez lui dire que je l'ai salué. Il vient parce que, notamment, je leur dis, on reste pour l'instant, et je reste un des seuls parlementaires à avoir été à la frontière avec Gaza en janvier 2020. Oui, avec Gaza à la frontière à Rafah. Manon m'accompagnait notamment. Et que l'ambassadeur d'Égypte à l'époque, c'était pas lui, mais enfin, lui, son successeur avait beaucoup œuvré. Normalement, il devait y avoir aussi le représentant du gouvernement régional de Kurdistan, je l'ai cité tout à l'heure, d'Irak, qui devait être là. Je l'ai cité, le directeur général de la CAF 93, M. Delaplace, qui est ici. On devait aussi, alors j'ai noté que on a aussi un certain nombre d'élus qui sont ici, en dehors de Mohamed. Il y a Sylvia Capanema qui est conseillère départementale, il y a Johan Sales qui est conseiller municipal à Sani. Il y a des associations, là je ne vais pas toutes les citer, je m'excuserai, mais il y a Swad Esbati qui est ici, qui est l'association Maraba que je soutiens souvent à Sani, qui fait un travail extraordinaire. Anan Miloudi, partenaire pour la ville. Il y a des associations antiracistes de logement qui sont ici. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a le président de la FICAM, qui est le cinéma audiovisuel et multimédia, et Didier Huc, et qui me disait tout à l'heure que combien de pourcents de votre 25% de sa fédération est sur la circonscription, à travers des laboratoires, que ce soit à Épinay, etc. Donc c'est quelque chose de Saint-Denis, enfin je ne vais pas tous les citer, mais c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important. Et je remercie ainsi que les représentants des entreprises qui appartiennent à la FICAM qui sont ici et qui ont bien voulu venir. Qu'est-ce que je n'ai pas cité je ne vais pas tous vous citer, mais je suis content que vous soyez là. Voilà ce que je voulais vous dire. Il reste ça. Ah oui, pardon. J'allais oublier les prestataires, parce qu'on a choisi des prestataires de Seine-Saint-Denis. Alors, il y a Tout est bon, vous allez apprécier leurs produits comme l'an dernier. Il y a le caviste audonien, pour ceux qui le connaissent, la Bonne Aventure, qui est un très bon caviste-restaurant qui est au Puce. Et il y a Nakim Ami pour la salle des services sans alcool, pardon. Excusez-moi, comme ça j'ai remercié tout le monde, évidemment, de la bière, pardon, etc., qui est là. Et merci de nous accueillir. Voilà, merci à tout le monde. Et comme Mais non. Oui, le Bali tu restes quoi? Il y a Bali Bagayoko qui est ici, qui alors lui, il est encore pire que Mohamed, parce qu'il arrive en retard, mais il se cache. Enfin bon, je ne vais pas tous vous citer, mais je suis content que vous soyez là. Et maintenant, le bar est ouvert. Voilà. Le buffet est ouvert au fond aussi. Qui est ouvert au fond. Merci à tous.